Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore chez vous en ce jour. Rencontre, échange, nouveau numéro de ce jour. Nous allons parler de l'Afrique et de ses relations avec la communauté internationale, l'Afrique dans le concert des nations, à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage au titre très évocateur, L'Afrique à la merci de la communauté internationale depuis la colonisation jusqu'à la démocratisation. C'est le titre de l'ouvrage, ouvrage publié par un compatriote, un Togolais, M. Latevi Acho Elliott Lawson. Il est diplomate de formation et de carrière à la retraite. Il passe son temps à réfléchir sur les relations internationales, notamment en ce qui concerne ce continent, l'Afrique. M. Lawson, merci à cette autre invitation. Merci beaucoup. En fait, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Et alors, vous nous faites également honneur en acceptant cette invitation pour présenter votre ouvrage au grand public, ouvrage qui n'est pas encore dédicacé, mais vous faites, n'est-ce pas, vous avez ce privilège à nous de découvrir, de feuilleter cet ouvrage avec les téléspectateurs. Le titre, L'Afrique à la merci de la communauté internationale depuis la colonisation jusqu'à la démocratisation. Alors, pourquoi ce titre et quel est le déclic qui vous a donc poussé à faire cet essai, à écrire ces lignes portant sur l'Afrique et dans ses relations avec la communauté internationale? Oui, en fait, ce livre fait suite à un premier ouvrage que j'ai écrit et publié en 2015. Et dont le titre était Pour une Afrique plus forte face aux enjeux internationaux. Et dans la foulée de la publication du premier ouvrage, j'ai commencé celui-ci, en 2015 déjà. Et parce que j'avais observé certains phénomènes qui, tout au long de ma carrière, m'ont prouvé que l'Afrique, de jour en jour, devenait, disons, l'otage de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Oui. Donc, dans la foulée de ce livre du premier, j'ai écrit celui-ci, avec des exemples bien précis qui remontent jusqu'à la colonisation, mais sans trop insister sur la colonisation, avec des exemples qui sont davantage plus récents. C'est ça. Donc c'est un livre de connaisseurs, en réalité, puisque vous avez passé votre carrière, votre temps dans les relations internationales. Oui. Vous avez été ambassadeur à Bruxelles 2 fois, vous avez travaillé longtemps au ministère des Affaires étrangères, vous avez même été ministre, n'est-ce pas, de la... Vous avez donc le temps, vous avez été ambassadeur du Togo à l'ONU, chargé de mission de paix. Pas à l'ONU j'étais conseiller, oui. Ambassadeur je l'ai été à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Ah, d'accord. Plus tard, par la suite. C'est ça, donc c'est un regard d'observateur que vous portez sur les relations de l'Afrique avec la communauté internationale. Oui, un regard d'observateur, un regard d'acteur. Oui. J'ai vécu certains faits, il faut le reconnaître modestement, qui m'ont poussé à croire que l'Afrique était maltraitée dans le concert des nations, qu'il fallait que nous relevions la tête. C'est ça. Oui. Et alors, précisons les termes. Alors, quand on parle de la communauté internationale, qui désigne? Qu'est-ce qu'on désigne par là? C'est les Nations Unies? C'est les puissances occidentales? Oui, c'est quoi la communauté internationale, en réalité? En réalité. Mais dans les principes, au sens large du terme, la communauté internationale, ce sont tous les États, petits ou grands, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, etc. Mais les choses sont ainsi faites que la communauté internationale, depuis qu'elle existe, même sous la colonisation, est dominée par les États puissants. Tellement dominée par ces États-là. Mais ça va de soi, non, n'est-ce pas? Oui, disons que c'est une question de rapport de force. Oui, voilà. Ça va de soi. Oui, je disais tellement dominé qu'un certain hégémonisme prévaut qui a relégué l'Afrique en marge de la dite communauté. L'Afrique se trouve tellement aux confins de cette communauté que bien souvent on l'y oublie et on considère, quand on parle de l'Afrique et du monde extérieur, surtout du monde développé,
on considère que ce monde développé est la communauté internationale, c'est le jargon qu'on utilise, parce que l'Afrique, tout en étant membre de la communauté nationale, est reléguée au dernier rang. C'est cela. Voilà. Et c'est ça, pour ça que nous nous battons, que cette situation cesse. C'est ça. Et pourtant, aux Nations Unies, lors de l'Assemblée générale, on dit que tous les pays sont égaux, ils ont accès à la parole, en même temps de parole, n'est-ce pas? Les voix qui comptent tous de la même façon, une voix en vote une à l'Assemblée générale. Bon, ça, ce sont les principes. Ce sont les principes, oui. Mais les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité, surtout en matière de paix et de sécurité. Ce sont les 5 pays, les 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Et c'est là que se prennent les grandes décisions concernant la paix dans le monde. L'Assemblée générale, elle vote des résolutions, elle comprend tous les États, elle peut massivement voter des résolutions, mais ces résolutions, lorsqu'elles sont ignorées par les grands pays, elles ne sont pas appliquées. Et ça n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens à mon avis, mais bon, ces gens-là, les grands pays les ignorent parce que bien souvent, ils s'opposent à ces résolutions-là ou s'abstiennent et dans leur mise en œuvre, ils n'agissent pas. Les résolutions restent donc non appliquées parce que malgré leur force, du fait de leur nombre, les autres pays n'ont pas les moyens les autres pays n'ont pas les moyens d'appliquer ces résolutions-là, de les faire appliquer. Voilà. Alors, vous qui connaissez les rouages des relations internationales, comment se font les discussions, par exemple, sur le plan bilatéral? Est-ce que c'est une question de ceux qui incarnent, ceux qui représentent nos pays, ou bien est-ce que c'est les institutions qui sont ainsi faites? De ceux qui représentent le pays, comment? C'est-à-dire un représentant de notre pays, par exemple le Togo, qui va discuter à Bruxelles, qui va porter un sujet devant, n'est-ce pas, les Nations Unies. Est-ce que c'est la personne qui n'arrive pas à convaincre, à s'imposer, à incarner, n'est-ce pas, cette réalité du continent africain, ou bien c'est les institutions qui sont ainsi faites de ne pas nous considérer dans le Conseil des Nations? Oui, les deux à la fois. Tout dépend de l'autorité du représentant et de sa force de conviction, mais aussi de la disponibilité de nos partenaires à écouter ce représentant-là. Il a beau être brillant, il a beau être convaincant, lorsque ceux qui l'écoutent ont pour instruction de ne pas tenir compte de ce qu'il dit, il parle dans le désert. Ça, c'est une question de volonté politique. C'est de là que nous constatons que l'Afrique est traitée avec une certaine condescendance, sinon avec un certain, moi je dirais tout simplement, manque de respect. Lorsque ce qu'elle dit ne plaît pas, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Je donnerai un exemple auquel je tiens. Lorsque Muammar Kadhafi, le guide libyen, oui, le guide libyen a été agressé, c'est le mot, par les pays de l'OTAN, avec une résolution des Nations Unies rapidement concoctée au sein du Conseil de sécurité. Les pays africains avaient pris une résolution au niveau de l'Union africaine qui recommandait vivement que cette question soit traitée pacifiquement, sans recours à la force. C'est ça. Les pays de l'OTAN, notamment la France et les USA, puisque c'était les leaders de la France, la Grande-Bretagne, et un peu plus loin les États-Unis,
c'est surtout Nicolas Sarkozy et Cameron, l'un président de la République française et l'autre Premier ministre britannique, qui avait pris la tête assez clairement de l'expédition contre Kadhafi. Bon, alors, lorsque cette résolution a été adoptée, ces pays-là n'ont pas tenu le moindre compte de ce que les Africains voulaient. Alors, plus grave encore, c'est qu'au Conseil de sécurité, lorsqu'il s'est agi d'approuver à mots couverts l'expédition de l'OTAN, les représentants de l'Afrique, de l'Union africaine, au lieu de voter contre cette résolution qui ne tenait pas, ne prenait pas en considération la résolution africaine, ont carrément voté en faveur de la résolution proposée par la coalition des pays de l'OTAN. C'est pas peur de représailles, pas peur de questions d'intérêt, parce que évidemment. Dieu seul sait. Oui. Ce sont des gens qui sont là-bas, qui ont été désignés par les Africains, élus par des Africains, mais qui, le moment voulu, n'ont pas tenu compte des positions de l'Afrique. Voilà autant de choses qui ne sont pas faites pour rehausser notre autorité au sein de la communauté internationale. Très bien. Et c'est pour ça qu'on ne respecte pas toujours nos représentants. C'est cela. Alors on en vient à votre ouvrage, L'Afrique à la merci de la communauté internationale, paru aux éditions du Harmattan. Et vous remontez dans cet ouvrage à la colonisation. Vous trouvez que les germes de ce mal, de cette méconnaissance, de cette non-reconnaissance, n'est-ce pas, du poids de l'Afrique dans le Conseil des Nations remontent depuis le temps de la colonisation. Oui, sans doute. Sans doute, comme le titre du livre le dit, l'Afrique est à la merci de la communauté internationale depuis la colonisation. La colonisation est le point de départ de l'asservissement de l'Afrique. Je ne reviens pas là-dessus, nous connaissons tous les affres de la colonisation. D'ailleurs, dans le livre, je consacre une première partie assez brève à la colonisation, parce que, bon, c'est l'histoire passée. Mais une chose est certaine, on ne peut pas le nier, nous avons un devoir de mémoire, nous avons un devoir je ne dirais pas de révolte, mais un devoir de ne pas oublier ce qui s'est passé et d'en tenir compte pour établir nos stratégies futures. C'est ça. D'en tirer les leçons. Bon, le malheur, c'est que même après la colonisation, sous le couvert de prétendues indépendances, les États puissants se sont arrangés pour tenir en main les États dont ils disaient à tort qu'ils étaient indépendants, à qui ils avaient octroyé l'indépendance, etc. Il ne l'était pas, pour vous, selon vous, ce n'était pas une indépendance totale, n'est-ce pas? Bon, moi j'appelle cela volontiers une indépendance sous tutelle. Et ils n'ont pas laissé ces pays-là indépendants comme ça, ils ont laissé sur place des vestiges. Je ne veux pour preuve qu'une certaine monnaie que nous connaissons tous. Le CFA, le français. Je ne veux sur place que certaines présences militaires. Je ne veux sur place que certaines exploitations de matières premières contrôlées par la puissance coloniale bien au-delà des indépendances. C'est ça. Bon, je ne veux, pour exemple, que le choix de certains dirigeants qui, de toute évidence, est fait par l'ancienne puissance. Il y a eu des cas où l'ancienne puissance a carrément
démoli certains régimes pour en installer d'autres dans le même pays. Bon, alors tout cela n'est pas la preuve d'une indépendance digne de ce nom. C'est ça. Oui, mais certains esprits pensent que plusieurs décennies après les indépendances, si on continue toujours à porter ce doigt accusateur sur les anciennes puissances coloniales, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience, n'est-ce pas, de nos réalités. Oui, le livre associe, si j'ose dire, tout ce que la communauté internationale fait à l'Afrique, ce que nous-mêmes, Africains, nous commettons comme erreur et qui nous entraîne loin derrière les autres continents. Non, je ne mets pas seulement en cause la communauté internationale. J'insiste aussi, et je fais des recommandations à ce sujet, j'insiste sur le rôle souvent, disons, négatif sur le développement de nos pays que jouent certaines classes dirigeantes. Ça, je l'ai clairement souligné dans le livre. Et je souligne aussi que nous devons veiller à une gouvernance stricte de nos ressources, pas seulement de nos ressources, puisqu'une gouvernance, ça couvre tous les domaines, pour que nous fassions preuve d'autorité et de respect auprès de nos partenaires de la communauté internationale. Une fois cela fait, nous ne continuerions plus à demander une assistance par ici, une assistance par là, de l'argent par ici, des troupes par là, etc. C'est ça. Donc le vent de la démocratisation qui a soufflé sur l'Afrique depuis la chute du mur de Berlin n'a pas aussi changé la donne. La démocratisation. Oui. Dans les années 90, oui, où après le discours de la Baule, il était question de conditionner l'aide au développement par le processus de démocratisation. Oui. Ça n'a pas changé les données, non? Non, moi je pense que la démocratisation telle que la Baule l'a conçue, peut-être pas conçue, l'a initiée, était en quelque sorte de la poudre aux yeux, finalement, parce que tout le monde était content au départ, tout le monde voulait que les choses soient organisées d'une certaine façon. Disons-le, tout le monde était heureux d'une sortie de la chape des partis unis, des partis États, à la socialiste, à la communiste, qui avaient la main forte, la main dure. Bon, mais très tôt, ceux qui ont poussé à ce qu'on se débarrasse de ces partis uniques nous ont lâchés. Nous ont lâchés et n'ont pas toujours procédé dans le sens de la démocratisation. Ils ont vu qu'ils allaient ouvrir des boîtes de Pandore, dans certains cas, qui risquaient de mettre en cause leurs intérêts, parce que les intérêts des peuples concernés n'étaient pas toujours conformes à leurs intérêts. Donc, ils ont serré les vis. S'agissant de la démocratisation, qu'ils ont initiée de loin. Oui, vous voulez dire que c'est un échec sur toute la ligne? Échec de quoi? Échec de ce processus de démocratisation? Non, pas du tout. C'est cela? Pas du tout, pas du tout. Je parle de la démarche des pays développés. Oui. Bon, maintenant, s'agissant de nos pays aussi, c'est une démocratisation chaoteuse, avec plein de soubresauts. Elle va mieux dans certains cas que dans d'autres. Oui. Même là où on estime qu'elle va mieux, il y a quand même des cas où on se pose des questions. C'est ça. Donc, c'est un combat à mener sur plusieurs années. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Ça ne va pas être un processus linéaire. Ça sera un processus difficile. Ça a commencé, ça continuera jusque, le plus tôt étant le mieux, on arrive à installer des régimes démocratiques qui assurent la stabilité, la paix, le bien-être des populations. Certains historiens estiment que 50 ans, 60 ans, c'est rien sur l'échelle de l'histoire. Et que donc, on a encore du temps à faire avant d'arriver à cet achèvement de ce processus, de sorte qu'on puisse véritablement peser dans la balance, dans le concert des nations. On a déjà fait 60 ans d'indépendance. Oui. Certains pays en Afrique sont loin déjà dans le processus démocratique. Oui. On connaît plusieurs élections sans problème. Sans problème. Le Ghana vous tuez samedi, n'est-ce pas? Sans problème. Ouais. Il y avait une alternance pacifique là-bas. Oui, récemment il y a eu le Botswana. Le Botswana, oui. Il y a eu le Sénégal. Il y a eu plusieurs élections sans que les gens ne s'étripent. Il y a eu l'île Maurice, par exemple, aussi récemment. Il y a des pays qui sont en avance sur ce plan-là. C'est notamment les pays francophones qui sont en retard dans cette marche. Ce qu'on appelait le fameux précaré français. Oui, il faut le croire. C'est un constat évident. Les pays anglophones se portent mieux pour la plupart, mais ce n'est pas non plus la grande joie dans certains pays anglophones. C'est selon. Oui, mais on constate quand même qu'il y a un éveil de conscience sur le continent actuellement, avec des élans, des mouvements de panafricanistes. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, on ne peut que s'en féliciter. On ne peut vraiment que s'en féliciter. Il y a un élan. Il y a même un mouvement qui embrasse tout le monde, moi je crois. Les élites, les populations, les élites de tous bords, même ceux qui ne se comprennent pas politiquement, acceptent qu'il est temps que les choses évoluent. Et cet élan n'est pas seulement africain. Et c'est ça que moi je veux souligner. Et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à publier ce livre. Cet élan est également français. Dans mes recherches, j'ai été vraiment agréablement surpris de lire des livres de journalistes français comme Antoine Glaser, bon, ne parlons pas de Verschave, lui, il a déjà posé le grand problème de la France-Afrique depuis, de grands professeurs français des relations internationales comme Lugon, de journalistes comme Stephen Smith et d'autres encore, qui défendent l'Afrique mieux que les Africains. Là où tout ce monde-là écrit pour réclamer que l'Afrique soit traitée autrement, il y a très peu d'Africains qui écrivent. Hein. Moi, j'ai lu les livres, j'en ai pas vu pratiquement de certains Africains. Et Dieu sait s'il y a eu de grands Africains qui connaissent ces questions-là. Aussi bien des professeurs que des praticiens. Alors, c'est un mouvement général, à mon avis, qui a maintenant saisi l'Afrique aussi. Ce n'est pas trop tôt, mais c'est bien fait, que ça soit fait maintenant. Et bon, espérons que ça aille de l'avant. C'est ça, une sorte de renaissance du nationalisme qui s'empare des Africains, avec ces coups d'État qu'on a observés ça et là dans certains pays, et avec la naissance de ce sentiment anti-français de plus en plus. N'est-ce pas, les accords coloniaux qui ont été signés dans le temps sont en train d'être révisés et que, bon, on ne pouvait pas imaginer qu'un pays africain puisse du jour au lendemain remettre en question ces accords. Oui, c'est le cours de l'histoire. Vous savez, l'histoire est ainsi faite que des changements, personne n'a pu
les arrêter. Il y a eu des États qui ont disparu, il y a eu des guerres. Alors, si on ne peut pas, on ne pouvait pas, on ne devait pas penser que l'Afrique serait ad vitam exploitable, traitée comme un magasin de matières premières. Le moment est venu que des États se réveillent. Bon, quel est l'avenir de ce mouvement? Souhaitons que tout ça se fasse. C'est surtout ça, hein, parce que on connaît les calculs des Blancs. Bon, c'est clair, le général de Gaulle a dit, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts sauvegardés. Mais nos pays aussi sont des pays, ils ont des intérêts eux aussi. Tout le monde a des intérêts. L'essentiel, c'est que les pays, de toute façon, sont interdépendants. On ne peut pas l'éviter. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Alors que tous les pays respectent les intérêts des autres. Tout doit être fait de sorte que les partenariats soient des partenariats qui respectent, qui soient fondés sur des intérêts mutuels. Nos États ont des intérêts aussi. Nous ne sommes pas que des amis de la France, nous sommes des États qui ont des intérêts. Nous sommes des amis de la Chine, nous sommes des amis de tout le monde. Mais nos intérêts aussi sont importants. C'est ça. Et c'est cela, hein, il ne s'agit pas seulement de changer de partenaire. Hein. On ne peut pas, comme on dit chez nous, hein, on vend le voleur pour acheter le sorcier. Tout à fait. Oui. Alors, il faut faire attention aussi dans ces choix de nouveaux partenaires. Oui. Il faut faire très attention. Oui. Il faut faire très attention. Comme je l'ai dit dans le livre, les relations internationales sont fondées, à tort ou à raison, sur le rapport de force dont on parle si souvent dans ce domaine-là. Bon, ceux-là qui viennent en Afrique, les États dits émergents, tant qu'ils sont respectueux de nos intérêts et ne cherchent pas à nous imposer quoi que ce soit, c'est bien. Mais les États sont ainsi faits que, à force, si nous n'y prenons garde, et si nous ne savons pas où les arrêter, ils pourront un jour aussi avoir des prétentions, des ambitions de ceux qui, hier et aujourd'hui encore, au sein de la communauté internationale, se veulent des États hégémoniques. C'est ainsi, ça c'est dans la nature de tout État qui prend de l'ampleur. Même en Afrique, lorsque vous prenez une organisation comme la CEDEAO, vous verrez qu'il y a des États qui déjà jouent aux puissances par rapport aux autres États. C'est ça. Même au sein de l'organisation moindre que la CEDEAO, la BCAO par exemple, c'est le même cas. Donc il appartient à chaque État d'avoir la personnalité, l'autorité nécessaire pour s'imposer et se faire respecter. C'est ça. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous parlons de l'Afrique dans le concert des nations à l'occasion de la publication de cet ouvrage, l'Afrique à la merci de la communauté internationale de notre compatriote Elliott Lawson, diplomate de carrière et de formation. Il est à la retraite, il passe son temps à écrire, c'est son deuxième livre à propos des enjeux et des défis du continent africain. C'est avec lui que nous réfléchissons sur la place de l'Afrique dans le concert des nations. Et alors, votre livre, finalement, quel est le message qu'il véhicule concrètement et qui peut servir de stimulus, n'est-ce pas, pour l'éveil des conscients de l'Afrique? Le message qu'il véhicule, c'est que les peuples africains doivent se prendre en charge, doivent assumer leur destin et ne compter que sur eux-mêmes. C'est ça. C'est clair. Le président, c'est pas un président, le chancelier Kohl, Helmut Kohl, ancien chancelier allemand, a dit, pendant qu'il était en exercice, que l'Europe ne se laissera pas surprendre une deuxième fois, qu'elle a laissé l'Asie se développer et qu'elle ne laissera pas l'Afrique s'industrialiser. C'est ça. Je n'ai pas cru à ça. Il a cherché à avoir des documents
il a écrit ça, ou il a dit ça. Ben, je l'ai lu dans plusieurs journaux et dans certains essais. Donc, je suis obligé de prendre ça. C'est clair. Donc ça veut dire que l'Afrique représente quand même quelque chose, un poids. Hein. Bon, bien sûr, oui, l'Afrique représente quelque chose pour l'Europe. Il y a un rapport d'une commission de parlementaires français établi en 2013. Et ce rapport a été écrit notamment par Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, qui avant ça a été secrétaire d'État à la coopération, a été démoli parce qu'il voulait lui aussi démolir la France-Afrique. Jean-Marie Bockel, qui encore maintenant traite de l'Afrique pour le président Macron. Ce rapport était intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Un rapport de parlementaires français. C'est significatif, hein? L'Afrique est notre avenir. Mais le mérite de ce rapport, c'est que les parlementaires réclamaient une révision de la politique africaine de la France, afin de faire de l'Afrique un partenaire à développer, un partenaire avec qui on aurait des relations équilibrées. Bon, c'est vous dire que l'Afrique est indispensable pour la France et pour l'Europe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous avons plein de choses dont ils ont besoin. C'est ça. Et c'est pour cette raison qu'ils ne nous laissent pas. Hein? Oui. Qu'ils ne nous laissent pas tranquilles. Oui. Ils devraient le faire parce que là, maintenant, c'est fini. Hein. Ils devraient le faire dès maintenant, composer avec nous. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent, avec qui nous traitons, avec qui nous souhaitons organiser des partenariats que les Chinois appellent volontiers gagnant-gagnant. C'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est ça. Pas qu'on les exploite et qu'on nous envoie après des produits manufacturés dont parfois on n'a pas besoin. Ça devient un autre objet de conquête et de guerre sur le continent, hein, puisque si les Chinois arrivent, les Russes arrivent, n'est-ce pas, les Turcs sont là, l'Afrique devient un autre combat, un autre théâtre de combat. Hein. Combat, non, pas encore. Combat... Enfin, combat économique. C'est ça, oui. Oui, effectivement. Ouais, c'est ce qu'il faut. En fait, les relations économiques internationales ne devraient pas, à mon humble avis, confisquées par quelques États. Elles devraient être ouvertes à la concurrence. Oui. À la concurrence et permettre surtout aux pays qui n'ont pas la toute-puissance économique de savoir par où, dans quelle direction aller pour satisfaire leurs intérêts. Il faut que la concurrence soit totale. En fait, c'est ça le principe de base du capitalisme qui aujourd'hui, et hier déjà, préside aux relations économiques internationales. Une concurrence libre, libre choix du partenaire selon les intérêts de chaque État. Sans pour autant que l'on soit devenu l'ennemi des anciens partenaires, non. Ok. Non, ça surtout, non. Là, une chose que je voudrais dire aussi, c'est ça. C'est pas qu'on rejette la France, les États-Unis. C'est qu'on veut maintenant, plus que jamais, satisfaire nos intérêts et nous faire respecter davantage qu'avant. C'est ça, oui. Alors, parlons encore une fois de la communauté nationale. Hein. Vous avez évoqué ça en début d'émission avec le Conseil de sécurité disposant des droits des vétos. Aujourd'hui, le débat est là. Le débat, est-ce qu'il faut intégrer, et c'est la demande de la plupart des pays africains, est-ce qu'il faut intégrer les Africains au sein de ce Conseil de l'ONU
de ce Conseil de sécurité avec droit de veto ou carrément supprimer le droit de veto? Parce qu'on a vu qu'il est objet de blocage de plusieurs résolutions des Nations Unies. Oui. Je doute qu'on puisse supprimer le droit de veto. Maintenant, ce n'est pas demain la veille. Parce que c'est ça ce qui fait la force de ces États. Des États qui ont créé les Nations Unies. Alors n'oublions pas, les Nations Unies ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les États vainqueurs de cette Deuxième Guerre, qui se sont arrogés ce droit, alors que nos États africains étaient encore sous la colonisation. Bon, maintenant, ils ont conservé ce droit, le monde a évolué, la roue de l'histoire a tourné, mais ils ne vont pas facilement laisser tomber ce droit de veto. Bon, si on arrive à obtenir pour l'Afrique des sièges permanents, moi je crois qu'il faudra qu'on s'assure que ces sièges appartiennent à l'Afrique. Vraiment. À l'Union africaine et non pas à tel État ou tel État donné. Il y a aussi le débat qui est là-bas. Alors, quelle Afrique va être représentée? Quels pays africains? Il y a plusieurs formules. D'accord. Il y a plusieurs formules. Il y a la formule de... je crois que c'est la principale. Du président en exercice de l'Union africaine. Oui. Qui peut jouer ce rôle? Son représentant aux Nations Unies ou son ministre des Affaires étrangères peut jouer ce rôle. C'est ça. Donc pas forcément un État... Pas forcément un État qui se dit puissance par ici, puissance par là. Puisqu'on a souvent cité l'Afrique du Sud, le Nigeria... Nigeria, tout ça. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Oui. Je ne crois pas beaucoup à ça. Il ne faut pas chercher, comme vous l'avez dit, chasser le sorcier, le voleur pour acheter le sorcier. Oui. Bon, c'est ça. Il faut faire attention à ça. C'est l'Afrique qui veut ce siège-là. Et tout État, petit, si petit soit-il, peut représenter l'Afrique. Il vaut mieux encore un petit État comme la Guinée-Bissau, qui appliquerait avec courage les décisions de l'Union africaine, plutôt que le Nigeria, qui, pour des raisons diverses, notamment peut-être des accointances avec les États-Unis, certains leaders de la communauté internationale, irait dans le sens de ces pays-là. Ce qui nous importe, c'est que les décisions de l'Union africaine soient mises en application là-bas au Conseil de sécurité. Ce n'est pas pour la petite gloriole de tel ou tel pays africain. Oui, vous parlez de l'Union africaine, ça veut dire qu'on ne va pas négocier cela à rang dispersé, mais de façon, dans une stratégie d'action unitaire, n'est-ce pas? Oui. Sauf que ces institutions régionales, sous-régionales, panafricaines, manquent parfois aussi d'autorité. Vous l'avez fait remarquer, la réticence, n'est-ce pas, des États africains à l'Union africaine de réagir à la mort de Kadhafi, par exemple. Oui. Manque d'autorité, oui. Bon. Puisque les sièges sont construits par la puissance coloniale. Oui. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, il semble que bon, quand c'est les Chinois qui construisent, quand c'est les Russes, quand c'est le financement de la communauté internationale, voyez-vous. Ben voilà autant de raisons pour lesquelles l'Afrique est reléguée au dernier rang. Lorsque vous demandez le financement de certaines actions à la communauté internationale, même aux Nations Unies, et que vous-même, vous ne payez pas vos contributions aux Nations Unies, alors que les États-Unis payent, je ne sais quoi, peut-être le tiers des contributions totales. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas vraiment affronter les Nations Unies, les États-Unis dans cette organisation-là. Il vous faut d'abord respecter vos engagements, parce que les contributions des États sont calculées sur la base de leur PIB, je crois, enfin, sur la base de leur puissance économique. Bon, au moins respectons ça,
N'attendons pas de ne pas payer, de nous faire payer notre contribution par d'autres États, des États de la communauté internationale, par exemple. Comment faire pour équilibrer ou pour rééquilibrer, n'est-ce pas, dans votre réflexion de diplomate, hein, quand vous y pensez, comment faire pour, n'est-ce pas, donner à l'Afrique la place qui lui revient de façon légitime, hein, compte tenu de son poids, puisque tous disent que l'avenir du monde, de l'humanité, c'est l'Afrique. Oui, il faut d'abord que nous mettions de l'ordre chez nous, en Afrique. De l'ordre, de Gaulle, en quel sens, dans quel domaine? À tout point de vue. À tout point de vue. Au niveau de la gouvernance, comme je dis, la gouvernance concerne tous les domaines. Il faut que les leaders, les classes dirigeantes, œuvrent d'abord dans l'intérêt général pour leur pays, de façon patriotique. Ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes tous informés des biens mal acquis. Oui. Et d'autres cas, nous savons que, pour revenir au Nigeria du passé, nous savons tous que l'argent d'Abacha, enfin, l'argent d'Abacha, il y en a toujours une partie qui traîne dans les banques européennes. Bon. Alors, comment voulez-vous, avec ça, aller de l'avant? Donc, il faut que ça cesse, que tout cela cesse, qu'on soit plus sérieux. D'abord. Ensuite, que l'on soit unis. Ça, c'est important. Tant que l'Afrique n'est pas unie, elle ne pourra pas faire face à la communauté internationale. Il faut pas... Et tu as parlé sur le même voie. Oui, il ne faut pas se leurrer. Aucun pays, que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, etc., aucun pays africain seul ne peut tenir tête aux plus petits pays européens. L'Union européenne, vous prenez l'Afrique du Sud, ce pays ne pourra pas tenir tête à la Suisse, à la petite Suisse. C'est ça la réalité. Alors, c'est seulement ensemble et unis, avec un panafricanisme militant, que nous pourrons aller de l'avant. Et nous devons commencer, nous avons commencé, mais est-ce que nous le faisons bien? Je n'en sais pas grand-chose. Je ne crois pas, reconnaissons-le. Nous avons commencé avec des communautés régionales, oui, CEDEAO, etc. Bon, depuis 40 ans, qu'est-ce que nous avons fait comme progrès en matière d'union économique et d'union politique? Nous avons créé l'OUA, puis l'UA. Mais là encore, nous avons des positions qui divergent. Donc l'intégration africaine n'est pas réelle, oui. Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réalisée, elle n'est pas réelle, elle n'est pas faite. Elle est encore à faire. Et elle est indispensable. Tant que nous ne la ferons pas, nous n'avancerons pas. Prenons le cas de l'Union européenne qui devrait nous servir d'exemple. L'Europe par rapport aux États-Unis, les pays européens ne pesaient pas lourd par rapport aux États-Unis. Même les grands pays comme la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., pris individuellement, ils venaient bien derrière. Il a fallu que la communauté européenne, la communauté de l'acier et du charbon, que tout cela fut créé jusqu'à en arriver à l'Union européenne aujourd'hui, pour que l'Europe relève la tête et fasse concurrence aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe est forte, reconnaissons-le. L'Europe est forte aujourd'hui pour s'être quelque peu unie. C'est ça.
Alors, tenons cela comme modèle, faisons la même chose. On ne nous demande pas d'inventer la roue. On nous demande de changer de mentalité et de comportement. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le livre d'Albert Bougie qui parle de relations opaques qu'il y avait eu entre les chefs d'État. Le livre récent. Le livre récent. Ils savent que je ne l'ai pas encore lu. J'ai voulu lâcher, je ne l'ai pas trouvé. C'est cela. En France, bon, je suis Qui dit comment se passent ces histoires de valises, de mallettes, n'est-ce pas, remplies de billets. Oui, j'ai vu des vidéos, des tranches de vidéos là-dessus. Oui. Oui. Votre question? Oui, ben alors la question c'est, est-ce que vraiment on peut fonder des partenariats gagnant-gagnant comme on le dit sur ce genre de comportement de ces chefs d'État africains dans ces relations particulières avec la France? Non, c'est celui qui prend l'argent qui gagne. C'est pas gagnant-gagnant. Oui, parce que celui qui prend les valises, c'est lui seul qui gagne. Qui gagne l'argent du pauvre. Voilà, c'est le riche qui gagne l'argent du pauvre. Bon. Reconnaissons humblement et objectivement quand même que ce sont des choses qu'il faut éviter maintenant. C'est ça. Je crois que Bourgi n'a pas parlé comme ça. Il sait ce qu'il fait. Bourgi est un vieux de la vieille. Et il faut que chacun prenne note de ça pour que ça cesse. Je crois que c'est un message qui envoie à tout le monde. À tout le monde. À ceux qui envoient les valises et à ceux qui les prennent. C'est ça. Voilà. Bien, merci. Alors, l'ouvrage L'Afrique à la merci de la communauté internationale, à quand la sortie disponible au public? En fait, le livre est sorti le 30 octobre aux éditions L'Harmattan à Paris. Je crois qu'ici, c'est la librairie Bon Pasteur, à Sigamé, à la cathédrale, qui le commercialise. Je crois qu'il faut prendre contact avec eux pour voir. Voilà. La dédicace? La dédicace du livre, oui. La dédicace, c'est le 14. Samedi prochain. Le samedi prochain, le 14 décembre, à Néo. Ouais. D'accord. Alors, généralement, une question peut-être indiscrète. Qui propose le titre? Le titre, c'est de vous-même, bien c'est de l'éditeur? Le titre? Oui. Vous avez quelque chose contre le titre? Non, je n'ai rien contre. Je veux juste savoir, parce que je sais aussi que parfois les éditeurs proposent des titres aux auteurs. Non, ce titre, c'est de moi. C'est ça. L'Afrique à la merci. Oui. Alors, vous savez quoi à propos de ce titre-là, puisque vous me posez la question? Oui. J'ai dit que j'ai commencé le livre dès que j'ai publié l'autre, en 2015. Et dès ce moment-là, ce titre m'est venu à l'esprit. Je ne l'ai pas changé jusqu'à ce jour. C'est un titre de désespoir, quelqu'un m'a même dit, d'inquiétude un ami m'a même dit que ce titre semble être défaitiste. J'ai dit non, lis un peu le livre, tu me diras s'il est défaitiste. C'est ça. C'est un constat amer. Un constat amer qui dit que bon, c'est comme si on ne peut rien, quoi, qu'on peut changer. Non, c'est pas parce que vous êtes à la merci de quelqu'un que vous ne pouvez pas changer. Je précise là-dedans d'ailleurs que ce n'est pas une fatalité. C'est ça. Ah oui, dans la conclusion, je dis que la situation de l'Afrique n'est pas une fatalité. Je dis depuis la colonisation jusqu'à l'éducation, tout simplement, je dis par là que ça a trop duré. Nous avons trop traîné à la merci de la communauté internationale. C'est ça. C'est l'interprétation qu'il faut avoir de cela. Il faut lire le livre, et tout est net dans le livre. Avec des solutions, bien sûr. Avec des recommandations. Oui, dans chaque cas, des recommandations. C'est que nous avons trop traîné dans cette situation-là. Non, c'est pas défaitiste, c'est pas négatif, c'est pas... bon... Plutôt un appel à la conscience, à l'éveil de conscience. Voilà, tout à fait. Un appel au réveil des Africains. Tout comme les Chinois se sont réveillés et maintenant se sont imposés aux autres. Un appel à un changement de mentalité. Oui. Est-ce qu'on a les atouts nécessaires pour ce changement de mentalité? Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour relever la tête? Oui, il suffit de le vouloir.
Il suffit de le vouloir, il suffit aussi que les classes dirigeantes nous poussent vers là, quitte à nous l'imposer. Vous comptez sur la politique pour relever le défi, sur les intellectuels africains, sur la société civile? Oui, bon, je dis dans ce livre, je donne des exemples simples. Hein. Oui. Je donne le cas des entraîneurs de football. Comme on aime bien le football. Hein. Ouais, moi aussi. Alors, les entraîneurs de football des pays africains, des sélections africaines, sont pour la plupart des Européens. Des expatriés. Des expatriés. Oui. Ils sont chèrement payés d'ailleurs. Absolument anonymes chez eux. Oui. Payés à prix d'or, alors que nous avons en Afrique, qui ont terminé leur carrière de football, des joueurs professionnels qui ont fait les beaux jours des grandes équipes européennes. Des joueurs que nous pouvons recruter à un prix convenant, peut-être même moindre que le blanc, et qui peuvent faire le travail correctement. Et même mieux. Hein. Mais pourquoi nous ne croyons pas en nous-mêmes, en nos frères africains? Nous préférons le blanc. C'est une question de mentalité. C'est ça. Nous pensons que la solution à nos problèmes se trouve à l'extérieur de l'Afrique, alors que c'est en Afrique que nous les avons. D'ailleurs, nous avons le cas de Stephen Kashi. Oui, le Nigérian. Le Nigérian qui a entraîné le Togo, qui a entraîné son pays jusqu'à la Coupe d'Afrique. Alors qu'à ce moment-là, il y avait une pléthore d'entraîneurs européens. Le Nigeria a battu à plate couture toutes ces équipes entraînées par les Européens. Et pas très longtemps, le Sénégalais, c'est Ali aussi. Et lui aussi, il a obtenu la Coupe d'Afrique. Alors pourquoi toujours procéder par les Européens? Ça veut dire qu'il y a des compétences chez nous aussi. Oui, il y a des compétences chez nous, ça c'est clair. Bon, un autre exemple. Pourquoi chez nous, en Afrique, devons-nous nous éclaircir la peau? Pourquoi? Et pourquoi les États n'interdisent pas ces produits qui permettent de s'éclaircir la peau? Pourquoi on n'interdit pas l'importation de ces produits-là? Pourquoi? Parce que nous estimons qu'être blanc, de peau claire, c'est ça ce qu'il faut. Soyons fiers d'être noirs. Black is beautiful. James Brown disait I'm black and proud. Soyons n'ayons pas de complexe. Pourquoi ces cheveux à l'européenne, les cheveux blonds, les cheveux de couleur absolument inimaginable maintenant, que nos dames, nos sœurs, nos tantes, nos mères, parfois même nos grands-mères portent. Vous voyez une grand-mère noire qui porte une perruque blonde. Bon, vous voyez ça. Vous voyez au marché la revendeuse de tomates qui porte une perruque verte. Quelles sont ces blagues-là? Il faut une déconnexion de mentalité. Et pourtant, cette personne, elle dit qu'elle n'a pas de sous. Mais elle veut faire comme l'autre. L'autre a porté une perruque européenne avec des mèches, tout ça là. Il faut qu'elle soit... Bon, je crois que tout cela doit être régularisé, tout cela doit être régulé au niveau des États. Nous avons des tresses de cheveux extraordinaires. Depuis notre enfance, nous avons vu ça, nos sœurs, nos mères. Mais pourquoi ne pas continuer? Pourquoi changer ce qui est beau? Alors, nous permettons ainsi, en achetant ces perruques occidentales ou chinoises, nous permettons à l'extérieur, à la communauté internationale, de déverser
dans nos pays des produits dont nous n'avons pas besoin, mais qui leur fait de l'argent à eux. C'est ça. Voilà aussi des choses qui, mine de rien, affaiblissent l'Afrique sur le plan international. Bien, merci Elliot Lawson, diplomate de formation et de carrière à la retraite. Vous êtes à votre deuxième essai, l'Afrique à la merci de la communauté nationale, depuis la colonisation jusqu'à la démocratisation, ouvrage paru aux éditions Harmattan, c'était le 30 octobre dernier, ouvrage qui sera dédicacé samedi le 14 à Néra, et donc avis au public. Cet ouvrage qui fait l'état des lieux de l'Afrique dans le concert des nations. Cet entretien tire à sa fin. Finalement, quel espoir pour vous, quelle inquiétude pour vous, quelle crainte pour vous de voir ces situations, n'est-ce pas, être corrigées dans les années à venir? Oui, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. La jeunesse a pris conscience. Nous n'avons pas... Je dis souvent que nous n'avons pas réussi. Notre génération n'a pas réussi. Mais celle qui vient, je ne sais pas si elle réussira, mais au moins elle n'a pas les mêmes complexes que nous. Elle a... Plus consciente, elle semble avoir pris conscience de la nécessité de tenir tête, de faire front à toute domination, à toute forme de néo-dépendance à l'égard de l'extérieur. Bon, je souhaite que cela puisse se réaliser comme tout le monde le souhaite. Mais, bon. Que l'Africain soit moins complexé, n'est-ce pas? Oui, mais je l'espère. Je l'espère que ces générations qui viennent seront, les générations qui viennent seront moins décomplexées. Et ça s'impose. Ça s'impose. Nous ne pouvons pas continuer à singer les gens de l'extérieur. Nous sommes nous-mêmes. Les Chinois, les Asiatiques, nous n'avons changé personne. C'est pour ça qu'ils ont gardé leur personnalité et ils se font respecter par l'Occident. Vous n'allez pas voir un Chinois porter des perruques. C'est ça. Jamais. C'est ça. Dieu merci pour un éveil de conscience de la génération, des générations actuelles et futures, pour relever les défis et les enjeux des temps actuels et répondre au rendez-vous des continents. C'est cela le vœu le plus ardent et de tout Africain conscient de la situation actuelle pour répondre donc à la communauté internationale et peser dans cette communauté qui a trop longtemps marginalisé le continent africain. Je crois que c'est aussi votre souhait en publiant ce titre assez évocateur, l'Afrique à la mesure de la communauté nationale, non pas dans un esprit défaitif, vous l'avez dit, n'est-ce pas? C'est pas que vous ne croyez pas en l'Afrique, mais au contraire pour l'éveil des consciences. Cette émission est donc terminée. Merci, M. Lawson Elliott, d'avoir passé ce temps en studio avec nous pour décortiquer votre ouvrage. Merci beaucoup. C'est cela. Merci également à vous, amis téléspectateurs. Retour samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.